En bref, aujourd'hui, on va parler du Maghreb. Alors, en fonction de qui vous demandez, c'est 3 ou 5 pays situés en Afrique du Nord. Voilà, première phrase, c'est déjà le sbeul. C'est une région du monde avec une histoire compliquée et bordélique, des rivalités pas si historiques que ça, et surtout, une grosse histoire coloniale. On en parle souvent en France parce que l'histoire de la région y est liée de très près, CF, mon dernier point, mais dans les faits, c'est quoi les bails en fait? C'est quoi le Maghreb? L'histoire du Maghreb, c'est celle des différents peuples amazirs, mais aussi celle de la colonisation. Yo! Alors, avant de reprendre, on va parler de notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Pour rappel, un VPN, c'est une application qui crée un tunnel entre votre connexion internet et des serveurs présents un peu partout dans le monde. Alors déjà, ça permet de crypter vos données et de protéger votre connexion des regards indiscrets, mais en plus, ça vous donne accès à du contenu restreint dans votre pays. Alors pour ça, rien de plus simple. Vous choisissez une destination, vous cliquez sur le gros bouton, et avec des serveurs présents dans plus d'une centaine de pays, c'est tout le catalogue Netflix états-unien, japonais, voire belge qui devient disponible. Et accessoirement, ça vous permet aussi d'aller sur des sites qui sont bloqués dans votre pays pour diverses raisons. Ça permet aussi de sécuriser votre connexion et d'éviter que tout le monde voit ce que vous êtes en train de faire, et accessoirement aussi vos infos perso. Vous savez, pour les fois où vous vous retrouvez à utiliser un Wi-Fi public qui a plus de trous qu'une passoire. Et, parce qu'il y a toujours un et, c'est dispo sur tout un tas de plateformes, en allant de votre téléphone iOS à votre console, en passant par votre Chromecast. Donc c'est pas juste la navigation sur votre PC qui est sécurisée, vous l'êtes partout. Et c'est utilisable sur jusqu'à 7 appareils en même temps. Avec le lien dans la description, vous pouvez essayer l'appli pendant 45 jours, satisfait ou remboursé, et si ça finit par vous plaire, vous avez droit à 83% de réduction, ça revient à peu près 2 € par mois, donc 4 mois offerts. Encore merci à CyberGhost VPN pour ce sponsor, je le dirai jamais assez, mais c'est vraiment grâce à ce genre de collaboration qu'on peut continuer à faire des vidéos. Bon du coup, le Maghreb maintenant. Vénitiens, romains, vandales, arabes, espagnols, français, italiens, la zone a été occupée par des puissances étrangères pendant plus de 2000 ans. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Carthage. C'est une ville de Tunisie. À la base, une colonie phénicienne qui va prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à devenir sa propre civilisation, la civilisation carthaginoise ou punique. Punique comme les 3 guerres puniques qu'elle a combattues contre Rome, Hannibal, les éléphants, tout ça là, jusqu'à perdre et passer sous domination romaine. Et la ville de Carthage est toujours là aujourd'hui. En vrai, non, pas vraiment. Après 3 guerres, les Romains l'ont complètement rasée et ont reconstruit par-dessus. Mais c'est une ville d'Afrique du Nord, quoi. Et justement, les Romains, ils vont envahir une grosse partie de l'Afrique du Nord et en faire une province romaine qu'ils vont appeler Africa. Sous l'Empire romain, l'Afrique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, donc. Truc grave intéressant, enfin, pour moi en tout cas, c'était le seul endroit de tout le continent africain à avoir sa propre langue latine. Genre aujourd'hui, quand on pense aux langues qui ont évolué depuis le latin, on pense au sarde, au picard ou encore au catalan. Mais jusqu'au Moyen-Âge, il y en avait une branche en Afrique, dont on a très peu de traces aujourd'hui. Si ça vous intéresse, il y a la chaîne Native Langue qui a fait une vidéo dessus il y a un moment, il y a même des sous-titres en français. Mais du coup, c'est pas un bail antique. Il y a des chances que cette fameuse langue latine africaine ait existé jusqu'au XIIe siècle. Genre, on en trouve aussi des traces dans les différentes langues amazighes originaires du nord de l'Afrique. Bref, désolé, c'était la parenthèse linguistique, mais je trouve vraiment ça passionnant. Côté histoire, donc, on est en Afrique, sous occupation romaine. Et ça va littéralement être une des provinces les plus importantes de l'Empire. Elle va même devenir la 2e province la plus riche de l'Empire, juste derrière Rome elle-même. La majorité du blé de Rome est produit en Afrique du Nord, et même une grosse partie de la monnaie est produite à Carthage. Rome va totalement changer le paysage de la région. Elle va massivement développer l'agriculture, construire des forts un peu partout, créer de nouvelles routes commerciales, le tout pendant près de 5 siècles. Sauf que Rome n'est pas éternelle, et à force de tentatives d'invasion des tribus germaniques, l'Empire va finir par tomber à cause des Vandales. Ils vont aussi prendre l'Afrique romaine dans la foulée, mais vont franchement pas changer grand-chose, ils resteront même pas un siècle. À part, peut-être que ça a vaguement immunisé les ports de la région des attaques de pirates, vu que les pirates du coin, c'était beaucoup les Vandales quand même. Mais voilà, comme j'ai dit, ils sont restés moins d'1 siècle, et la région repasse sous le contrôle de l'Empire romain. Comme le dit la formule, le Moyen-Âge, ça dure de la fin de l'Empire romain à la fin de l'Empire romain. Parce que si Rome est morte à Rome, elle vit toujours à Constantinople, dans l'actuelle Turquie. Donc,
Les Romains d'Orient, ou les Byzantins, comme certains disent, vont reprendre la province romaine d'Afrique et y rester pendant près de 2 siècles. Ils vont construire de nouveaux forts et essayer de maintenir la région qui avait contribué à la gloire de la Rome d'Occident pendant des siècles. Mais ça va être la galère. Avec le temps et les conflits, la situation en Afrique du Nord va se dégrader et ça va être encore moins aidé par l'arrivée d'un nouveau joueur dans le game, le califat Rachidoun, qui, avec la montée de l'islam, devient une puissance sérieuse à l'Est. Ils vont très rapidement occuper la péninsule arabique, puis leur successeur, le califat omeyyade, va envahir la partie africaine de la Méditerranée, de l'Égypte à la côte atlantique. Ça va leur prendre moins d'1 siècle pour choper l'Afrique du Nord, et c'est vraiment ce qui va façonner le Maghreb qu'on connaît aujourd'hui. Allez, dans la foulée, comme les Romains avant eux, ils vont complètement raser Carthage, qui avait tenté tant bien que mal de résister. Elle a vraiment l'air d'avoir la poisse, cette ville. Si vous y vivez, franchement, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Bref, bye bye la nouvelle Carthage et bonjour à la nouvelle Carthage. Pour revenir au califat 2 secondes, on associe souvent conquêtes arabes à l'islam. On parle même souvent de conquêtes musulmanes ou islamiques. Mais la vérité, c'est que les musulmans, dans cette affaire, c'était vraiment une minorité. C'était surtout les classes dirigeantes qui l'étaient. Et en vrai, vu que les non-musulmans payaient un impôt en plus, ça les arrangeait pas tant que ça que tout le monde se convertisse. Au moment où l'Afrique du Nord passe entièrement sous le contrôle du califat, en 709, le prophète Mohammed est mort depuis à peine 70 ans d'ailleurs. C'est hyper jeune comme religion. À ce moment. Au début, la zone dépend administrativement de l'Égypte, mais très vite, elle va devenir sa propre entité administrative avec un nouveau nom, Jazirat al-Maghreb, ce qui en arabe veut dire l'île du couchant. Île parce que c'est loin, et couchant parce que c'est à l'ouest, contrairement au levant, là où le soleil se lève donc, à l'est. Mais l'arabisation du Maghreb veut pas dire que toute la zone repart à zéro. À quoi bon tout recommencer s'il y a déjà un système qui fonctionne en place? Des villes comme Sousse ou Gafsa en Tunisie aujourd'hui étaient déjà des villes romaines sous les noms d'Adroumetoum et Kapsa. Le califat omeyyade et leur successeur, le califat abbasside, vont reprendre pas mal des villes préexistantes, fortifiées par les Byzantins et juste construire par-dessus. Mais ils vont aussi fonder leur propre ville pour rester un minimum séparés des populations locales, comme Tunis ou Kairouan. Après, s'ils ont pu envahir la zone, c'est pas tant par leur supériorité militaire, ils ont dû s'y reprendre 3 fois sur une période de 60 ans, mais c'est aussi à cause du fait que la région, c'était plus trop ça, quoi. Entre l'invasion des Vandales, la reconquête byzantine, les attaques non-stop des grands ports par des pirates et les conflits locaux, il y a déjà tout un tas de villes qui commençaient à se vider. Mais avec les nouveaux tauliers, qui contrôlent une grande partie de la Méditerranée, ça va repartir. La population explose, le commerce reprend encore plus qu'avant, la région prospère. Et cette prospérité, elle va durer pendant plus de 12 siècles. Pendant cette période, l'islam va aussi peu à peu remplacer les religions du coin, surtout par l'engagement dans l'armée des populations locales. Mais si l'islam se répand progressivement, ça va être plus difficilement pour la langue et la culture arabe. En France, on a l'habitude de classer les populations du Maghreb dans la catégorie arabe. Mais la région va mettre plusieurs siècles à adopter la culture qui arrive avec sa nouvelle religion. Déjà, il y a les différentes cultures amazières, promis, on en parle après, qui vont perdurer jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a aussi la langue latine propre à l'Afrique du Nord, dont on a parlé au début, qui va continuer à être utilisée jusqu'au XIIe siècle. Quand le califat omeyyade commence à envahir l'Espagne au 8e siècle, dans les rangs de son armée, il y a des gens qui parlent encore cette langue romane africaine. Elle va même survivre au califat omeyyade en fait. Non parce que, comme pour le christianisme, il y a très vite eu des schismes dans l'islam. En fait, dès la mort du prophète, va y avoir des conflits au sujet de sa succession, qui, dans un premier temps, vont donner naissance au califat Rachidoun. Les omeyyades vont petit à petit les remplacer dans la première moitié du 7e siècle, et ensuite ce sera le tour des abbassides en 750, cette fois après une insurrection armée. Califat abbasside qui va durer 5 siècles avant que les Mongols ne viennent mettre leur nez dans leurs affaires. Mais ça sera pour une autre vidéo. Mais la fin du califat omeyyade va aussi avoir un impact dans notre Jazirat al-Maghreb. Vu que c'est le Sbeul à l'est, ça va forcément affecter l'ouest. Déjà, sous la direction des Omeyyades, la zone était administrativement divisée en 3. Le couchant lointain, à l'ouest, qui comprend grosso merdo le Maroc et une partie de l'ouest de l'Algérie d'aujourd'hui, le Maghreb central, plus ou moins l'Algérie, et le Proche-Orient, qui inclut une partie de l'est de l'Algérie, la Tunisie et une partie de l'ouest de la Libye. D'ailleurs, couchant lointain, Jazirat al-Maghreb, c'est toujours le nom du Maroc aujourd'hui. En arabe, bien sûr. Et ce couchant lointain,
du coup, il est lointain. C'est un peu plus compliqué à superviser, surtout quand t'es toi-même sujet à des conflits internes. On a l'exemple d'Idriss Ier, supposément un des descendants du prophète, qui se réfugie au couchant lointain pour fuir le gouvernement abbasside après avoir perdu une série de batailles dans un de ces fameux conflits internes. Il va fonder la ville de Fès dans l'actuel Maroc et dans la foulée créer la dynastie idrisside. Bon, il va être assassiné au bout de 3 ans, mais sa dynastie, elle va durer 2 siècles. Le gouvernement marocain lui-même considère la fondation de la dynastie idrisside comme la naissance du Maroc. On pourrait discuter nationalisme, tout ça, mais en tout cas, c'est le premier vrai État indépendant sur ce territoire depuis l'Antiquité. En parallèle, le reste de la région va avoir une histoire un peu plus mouvementée. Globalement, à la chute du califat omeyyade, l'Afrique du Nord va voir se succéder tout un tas d'entités politiques et géographiques sur une période de 800 ans. Va y avoir les Abbassides, comme on en a déjà parlé, mais va aussi y avoir les Zirides, les Hammadides, les Almoravides, les Almohades, qui vont régner sur la quasi-totalité de l'Afrique du Nord pour le coup. Bref, au Moyen-Âge, comme un peu partout dans le reste du monde, les royaumes s'enchaînent au fil des conflits politiques. Les Européens ont même retenté des trucs. Il y a les Normands qui ont occupé une partie de la Tunisie actuelle pendant pas très longtemps, mais aussi les Portugais, les Espagnols et les Anglais qui ont réussi à prendre une partie du Maroc au XVe siècle. Portugais et Espagnols qui vont continuer à contrôler une partie du territoire jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Bon, après, les Espagnols, ils sont toujours là aujourd'hui, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pas les seuls envahisseurs étrangers. Comme quelques siècles plus tôt, une nouvelle menace arrive de l'Est, les Ottomans. Originaires de Turquie, après avoir causé la fin des Byzantins au XVe siècle, les Romains d'Orient, là, ils vont commencer à s'étendre dans les Balkans, la péninsule arabique et enfin l'Afrique du Nord. Mais pas à 100%. Sous l'égide des Saadiens, qui ont réussi à reprendre une bonne partie du territoire marocain aux Européens, le Maroc va s'allier aux Espagnols pour repousser les Ottomans, qui n'arriveront effectivement pas à reprendre la région. Ils vont s'établir dans le reste de l'Afrique du Nord, en créant les provinces autonomes d'Alger, de Tunis et de Tripoli. L'Empire ottoman va pas envahir la région, ou du moins essayer, que pour le prestige d'avoir un grand empire. L'Afrique du Nord et les Balkans, dans le cas des Ottomans, ça leur donne un certain contrôle sur la Méditerranée, et tout le commerce qui va avec. Et prendre la région du Maroc aurait aussi donné le contrôle sur les voies maritimes atlantiques qui longent l'Afrique vers l'Asie. D'où le fait que les Espagnols ont accepté de filer un coup de main au Maroc pour les empêcher d'être envahis. Parce que, faut bien garder en tête que c'est pas des vases clos indépendants. Depuis l'Antiquité, le monde est interconnecté. Ça n'a jamais été un amas de blocs civilisationnels qui interagissent pas entre eux, sauf pour se faire la guerre. Genre à l'Antiquité, justement, les Romains commerçaient avec les Chinois. Pendant le Moyen-Âge, les Scandinaves commerçaient avec le monde arabe. L'Afrique du Nord a toujours commercé avec l'Afrique subsaharienne. Tout le monde a toujours échangé. Et dans le cas de l'Empire ottoman, c'est pareil. Ils ont beau être au cœur de rivalités avec l'Europe et de plus ou moins foutre le sbeul dans la Méditerranée, ça n'empêche pas le commerce avec différents pays du vieux continent. Genre, au 19e siècle, la France achète du blé en Algérie. L'Europe, en général, achète du textile aux Ottomans. Puis, dès la fin du 19e siècle, on a l'Orient Express qui relie l'Europe de l'Ouest à la Turquie, en passant par une partie du territoire ottoman, justement. Mais parce qu'il y a toujours un mais, les Européens, et notamment les Français, commencent à en avoir marre que ce soit le sbeul en Méditerranée. Puis bon, ça les arrangerait bien de contrôler les routes maritimes aussi. Du coup, profitant du fait que les territoires d'Afrique du Nord soient relativement autonomes, la France va envahir la province d'Alger en 1830. L'Espagne voudrait bien prendre le Maroc, mais ils sont tellement occupés en Amérique latine qu'ils n'ont pas les moyens militaires de le faire. Et l'Italie a des vues sur la province de Tunis. Mais les Français vont les prendre de court avec le soutien de la Prusse, qui préfèrent largement que leurs voisins dirigent leur armée ailleurs. Ils vont mettre en place le protectorat de Tunis en 1881. Pour le Maroc, c'est un peu plus compliqué. Le pays a su résister aux Ottomans et aux Européens jusqu'à présent, mais est de plus en plus instable politiquement tout au long du 19e siècle. En plus de ça, les Français et les Allemands veulent récupérer la région. Mais c'est au final les Français qui vont y envoyer leur armée sur demande du sultan marocain en 1911 pour gérer une révolte. En réponse, les Allemands vont aussi envoyer des soldats sur place et ça va se terminer par des négociations. Les Français cèdent une partie de leur colonie du Congo aux Allemands et eux font du Maroc un protectorat comme la Tunisie. Et en parallèle, il y a aussi l'Algérie qui, elle, va plutôt devenir une colonie de peuplement.
On va y envoyer des Français, les fameux pieds noirs, qui vont s'installer et y faire leur vie, et ça va carrément devenir un département au début du XXe siècle. Enfin, plusieurs départements. Et puis bon, on connaît la suite, hein. Indépendance de la Tunisie et du Maroc en 1956, indépendance de l'Algérie en 1962 après une guerre qui a fait plus de 200 000 morts, dont une très grosse majorité d'Algériens, et la Libye pendant tout ce temps. Bah, en vrai, c'est peu ou prou la même histoire que ses voisins, sauf pour le XXe siècle. Occupation omeyyade, abbasside, grosse période de flou avec des dirigeants locaux, puis les Ottomans, les Italiens, et enfin, indépendance à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour la Mauritanie, dont j'ai absolument pas parlé, hein. Elle a vraiment une histoire à part. Elle a commencé à être incluse dans le Maghreb qu'à partir des années 1950. La région a bien fait partie du territoire almoravide du 10 au 11e siècle, mais aujourd'hui, elle est surtout liée au reste du Maghreb par ses liens culturels et religieux. Historiquement, elle a plus été reliée à l'Afrique subsaharienne. Après, l'histoire s'arrête pas là, hein. Dès l'indépendance de l'Algérie, c'est la guerre avec le Maroc pour des questions territoriales, hein, notamment autour des frontières de l'Algérie, la guerre du sable, tout ça. En parallèle, il y a le Maroc qui revendique le Sahara occidental, hein, j'en parle un peu plus dans une autre vidéo, alors que l'Algérie et la Mauritanie, ils soutiennent son indépendance. Ah, il y a aussi la Libye, hein, qui a été complètement retournée par une guerre poussée par les Français dans des conditions un peu cheloues qui ont mené à la condamnation de Nicolas Sarkozy. Enfin, ça a duré moins longtemps que la guerre qui l'a déclenché, mais bon, voilà. Bref, je viens de résumer plus de 2000 ans d'histoire en 6 pages de script, mais il y a un truc que j'ai absolument pas abordé, les habitants de la région. Non, parce que si on fait le bilan là, ça a été sous contrôle phénicien, donc un peuple sémitique originaire du Levant. Romains, hein, des Européens, Vandales, encore des Européens, re-Romains, mais d'Orient cette fois, ça a fait partie des différents califats, il y a eu les Ottomans, ça a été français, italien, puis c'est devenu indépendant. Non, parce qu'après tout ça, on pourrait se dire qu'entre son histoire et le fait qu'il est coupé du reste du continent africain par le désert du Sahara, là, le Maghreb est un peu à part en Afrique. Limite, ça a plus été lié au monde arabe et à l'Europe, mais que nenni. Alors, j'ai parlé des Romains au tout début, et ben ils ont pas juste laissé le nom Africa pour la région. Il y en a un autre, berbère, qui a la même origine que le mot barbare. Alors calmez-vous, je vais expliquer, vraiment. En Grèce antique, on appelle barbare tous les gens qui parlent une autre langue que le grec, hein, parce que quand ils parlent, tout ce qu'on entend c'est barbare. C'est pas moi, c'est les Grecs. Et les Romains, ils vont reprendre le mot pour toutes les populations d'Afrique du Nord. Mais en fait, on n'est pas sûr encore aujourd'hui, en fonction des pays. Il y a des débats sur le fait que le nom viendrait peut-être d'Égypte. Mais quoi qu'il, c'est pas comme ça que s'appellent les gens originaires de la région. En fait, on va leur donner beaucoup de noms, hein. Les Maures, les Mauritaniens, rien à voir avec les Mauritaniens de Mauritanie actuelle, hein, mais aussi les Amazirs. Mais même ça, c'est compliqué, parce que Amazigh, c'est comme européen. Ça regroupe tout un tas de peuples et de cultures différentes. Genre les Rifins, les Chleux, les Kabyles, les Touaregs, enfin, ça fait un paquet de monde. C'est plus une civilisation où il y a plusieurs nuances culturelles et religieuses. Bref, c'est pas juste la puissance de Rome qui a vaincu Carthage, c'est pas juste l'empereur Justinien qui a viré les Vandales de Carthage. Et le califat, bah, pareil, ils ont pas roulé sur la région et hop, ça a pris 60 ans et ils ont dû s'y reprendre à 3 fois. Encore une fois, à cause de la résistance amazigh. Et même après avoir mis la main sur le coin en 706, la différence de traitement entre arabes et amazighs, genre le fait qu'ils se mélangent pas et que les non-musulmans paient un impôt supplémentaire là, ça va mener à une révolte en 739 qui va durer 4 ans. Et c'est comme ça que le Maroc va se retrouver plus ou moins indépendant d'ailleurs, hein. Quand Idriss Ier fonde la dynastie idrisside, c'est avec le soutien des populations amazighs locales qui l'aident à tenir tête aux abbassides. Et avant ces grandes vagues d'invasion extérieure, il y avait des royaumes amazighs pendant l'Antiquité, comme la Mauritanie, toujours rien à voir avec la Mauritanie, hein, la Libye ou la Numidie. Après, c'est pas aussi simple que ça, hein. Ils ont beau être considérés comme un groupe originaire de la région, ça veut pas dire que c'est une entité monolithique. Il y a beau avoir des pratiques culturelles en commun, et une grande partie parle des langues qui font partie de la même famille, ça reste des groupes sur une zone immense, avec des vécus très différents. C'est pour ça que je parle plutôt de civilisation. Il va y avoir de la résistance contre les différents envahisseurs, mais aussi des alliances. Parce que tous les royaumes amazighs qui se sont formés au fil de l'histoire ont tous eu des intérêts différents, tantôt alignés avec ceux de leurs voisins, tantôt contre, avec le soutien de puissances étrangères, comme les Européens, les différents califats arabes ou les Ottomans. On a un peu eu ça en France, ou en Europe en général aussi. Charles Martel, il n'est pas que contre des Arabes, il est aussi contre d'autres francs qui sont alliés à d'autres Arabes. C'est un bordel continu. D'ailleurs,
Tout comme les Européens qui ne sont pas considérés comme tels avant de vraiment avoir à se friter avec le reste du monde, les Amazirs s'appelaient pas vraiment comme ça entre eux et se voyaient encore moins comme un peuple uni. C'est avec les invasions arabes du 7e siècle qu'ils vont commencer à être vus comme un groupe. Toujours plus simple de mettre les gens que t'envahis dans une catégorie bien définie. Et le concept de berbère / amazir va vraiment revenir avec la colonisation française au final, hein, toujours appliquée depuis un point de vue étranger. Mais comme dans beaucoup d'autres cas, suite au mouvement nationaliste du 19e siècle, et surtout les mouvements indépendantistes de la moitié du 20e siècle, les différents peuples amazirs ont fini par reprendre le terme pour se désigner eux-mêmes. Je veux dire, le mot amazir veut littéralement dire homme libre, c'est une revendication. Dans les années 1970, on a même proposé d'utiliser le tifinagh, un système d'écriture pensé pour les différentes langues amazirs et inspiré du libique, un ensemble de systèmes d'écriture utilisés dans l'Antiquité pour les langues amazirs de l'époque justement. Va vraiment y avoir un mouvement pan-amazir qui va se créer à cette période pour remettre en avant ces cultures qui sont un peu beaucoup passées au second plan de l'histoire. D'ailleurs, si on regarde les cartes des différentes périodes d'occupation étrangères par rapport aux pays modernes, on se rend compte d'un truc. Ils sont surtout sur les côtes. Et c'est en grande partie parce que c'est là où se passe la grande majorité du commerce. Tu rajoutes à ça une culture majoritairement orale et transmise par les mers, bah c'est aussi grâce à tout ça que les différentes cultures amazirs ont pu continuer d'exister et ont aussi pu continuer à se rebeller régulièrement. Du coup, c'est quoi le Maghreb ? C'est un espace géographique et culturel qui partage une histoire vieille de plus de 2000 ans. Et cette histoire, c'est avant et surtout celle de ceux qui l'habitent et qui ont réussi à survivre et maintenir leur culture face aux différentes vagues d'invasion et d'occupation. Enfin, bref. Encore merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je le redis, en cliquant sur le lien dans la description, vous avez accès à 83% de réduction. C'est disponible sur jusqu'à 7 appareils en même temps et c'est essayable pendant 45 jours, satisfait ou remboursé. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Alors, je sais que c'est chiant ces histoires de sponsors, de pubs, etc. Mais c'est un peu, pour l'instant en tout cas, le seul moyen qu'on a de faire vivre la chaîne. Mais si jamais vous voulez contourner tout ça et en plus avoir les vidéos un jour en avance, vous pouvez nous soutenir sur Patreon et Tipeee. Les liens sont dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo encore une fois. Et puis je le redis, mais à la prochaine.